Bienvenue dans le podcast Si on se disait tout. Un mot, 4 personnes et une discussion. Et si aujourd'hui on parlait de réparation? Et pour cet épisode, je suis comme toujours accompagnée de 3 personnes. Bonjour Altan. Bonjour. Bonjour Tiffaine. Bonjour Axel. Et bonjour Jeanne. Salut. Vous allez bien? Nickel. Tout se passe bien pour vous en Très ce bien. moment? Au top. Bah moi pas du tout. Parce que moi en ce moment mon quotidien c'est réparer des trucs. Alors entre ma voiture qui lâche, la fameuse Rose Mobile, si vous m'avez jamais croisée à Toulouse, la voiture est rose évidemment, la fontaine à eau de mon chat, j'ai dû démonter le moteur, c'était un enfer. J'en profite pour essayer de me réparer moi, j'ai des rendez-vous médicaux, c'est interminable. Vous là dans votre quotidien, c'est quoi le dernier truc que vous avez réparé? Ah ouais, faut réfléchir. Ouais. Alors moi, ma Est-ce- thèse porte sur la réparation. Donc tu Donc, répares des je trucs répare dans... souvent des choses. C'est pas mal. Parce que toi, j'espère que tu répares des trucs, sinon ça veut dire que tu jettes et tu rachètes. Attention. Non, c'est que je casse rien. Ouais, c'est Ça marche aussi. gagné. J'ai réparé mon tibia car je souffre d'une périostite depuis février. Ça Super. fait très mal. Ça fait très très mal, ça. Toi, Tiffaine, t'as réparé des trucs récemment? Eh bien non, justement, parce que je ne sais pas réparer. Et là, tu vois, par exemple, j'ai ma cafetière qui est en rade depuis 6 mois. Oh, Ça- c'est dur, ça. Hein. Ouais. Pour tout scientifique, pas avoir de café, chaud. Hein. Non, je suis en train de rédiger ma thèse, donc je peux te dire que c'est tendu. C'est chaud. C'est tendu. Et en fait, c'est tout con, parce que c'est genre une résistance qui a cramé. Ouais. Et je sais pas la remplacer. C'est dommage. C'est quand même dommage. C'est dommage. Ouais. Et du coup, je me suis posé la question, genre, pourquoi je sais pas réparer ça? Parce que j'ai aucun doute que mes grands-parents, par exemple, ils savaient réparer leur cafetière ou le lave-vaisselle. Et Oh, alors, attends, s'ils savaient réparer un lave-vaisselle, ils sont bons, tes grands-parents. Hein. Parce que moi, en général, quand je pète un truc, le premier réflexe, c'est « Papa !» Et mon père, il dit bah, « Je sais pas. » Dommage. débrouille-toi, appelle un réparateur. Et bah, appelle un réparateur, ouais. Exactement. Mais en fait, c'est parce que on fait ça parce qu'on a perdu cette chose de l'entretien aussi des lave-vaisselle. Donc quand c'est cassé, on répare. Quand on répare pas, pardon, on remplace. Ah oui. La cafetière, elle est là depuis 6 mois. Je suis prête à parier que je vais jamais appeler un réparateur et que je vais juste la remplacer. Et en fait, ça, c'est parce qu'on a perdu ces savoirs en fait, de réparation, d'entretien et de maintien des objets. Parce qu'avant, on avait beaucoup plus cette sensibilité à la réparation et qui s'est perdue, quoi. Mais tu penses que c'est lié au fait qu'on consomme plus facilement et que bah vas-y ma cafetière elle est morte, c'est plus facile d'aller en acheter une autre que d'en réparer une autre. Enfin tu vois, si tu avais moins d'offres, est-ce que tu irais plus vers de la réparation ou là tu te dis bah vas-y il y a des promos tous les 3 jours et demi à peu près. C'est assez simple d'en racheter une. Un petit peu, mais en fait, il y a aussi une histoire de classe sociale, en fait, parce que plus Ok. on a d'argent, plus on va se dire, je vais pas m'embêter à réparer. Et il y a un peu ce truc de distinction de classe, où on va se dire, ça fait riche d'avoir des trucs neufs. Donc, du coup, Oui. ouais. Mais en fait, c'est et à l'inverse, donc on va avoir une culture de la réparation beaucoup plus importante dans les classes populaires. Et donc, on va, quand on n'a pas trop d'argent, on essaie de réparer, là où c'est pas forcément le cas quand on a de l'argent et qu'on veut montrer qu'on en a. Donc, avoir un t-shirt rafistolé dans le 16e, c'est pas ouf, quoi. Ah ouais, Paris, hein. Merci de ouais. me rappeler mes racines, ça fait plaisir. Hein. Toujours là. Non mais enfin tu vois, je me dis, est-ce que... Enfin moi je trouve ça un peu classe quand je dis j'ai réparé un truc. En mode ouais, t'inquiète, j'ai sauvé la planète, j'ai détartré ma machine. C'est exactement ça. C'est que en fait, si à la base c'est plutôt une distinction riche et pauvre, aujourd'hui il y a un peu ce côté aussi moral, donc de l'éthique qui va rentrer en jeu sur l'écologie. Mm. Donc en fait, il va y avoir des gens qui vont se mettre à réparer pour des raisons écologiques et pas Ok. uniquement parce que ça coûte moins cher de rafistoler son t-shirt. Mais il y a le taux aussi, là. Je ne sais pas si vous avez acheté des trucs récemment, si vous avez la possibilité d'acheter des trucs déjà. Maintenant, il y a l'indice de réparabilité quand on achète un truc. Là, je voulais m'acheter un téléphone et il y a marqué là 8.6. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire 8.6. C'est quoi l'échelle? Est-ce que 8.7 c'est vraiment mieux que 8.6? Mais ouais, tu penses que c'est lié à tout ça que les gens essayent de... Enfin, que les gens, je suis mignonne à dire ça, mais on essaie de nous pousser à réparer d'un point de vue écologique. Tu penses que c'est financier, qu'il y a des idées derrière ces trucs-là on va sauver la planète, donc on va mettre que le téléphone il est réparable? En vrai, est-ce qu'il est vraiment réparable même?
Il y a un peu de ça, c'est un peu comme sur les Nutri-Score où on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Enfin, tout de suite, quand il y a des scores comme ça, c'est toujours, faut voir ce qu'il y a derrière l'indice de réparation, que je ne connais pas exactement par ailleurs, mais c'est une petite avancée, mais c'est pour rendre aussi responsables les gens, genre de leur achat, quelque part, quand on met un indice comme ça, plutôt que d'avoir que des choses qui sont très réparables. Mais tu as des téléphones qui sont maintenant les Fairphone, par exemple, tu peux remplacer tous les objets. Alors que, tu vois, sur les iPhones, par exemple, on ne peut plus les ouvrir comme avant, parce que... Mais parce qu'ils vont sous l'eau. Donc si tu fais sauter ça, ils vont plus sous l'eau. Et après, ça se passe moins bien. Mais les Fairphone, je sais pas du tout s'ils vont sous l'eau, ces téléphones-là, j'en possède pas. Aucune idée. Ça serait peut-être un achat responsable pour le prochain téléphone. Ce serait peut-être une bonne idée. Après, moi, tu vois, l'indice de réparabilité, ça me fait un peu penser à du greenwashing quand même. En se disant, ouais, le nôtre, il se fait bien réparer, mais au final, tu remets juste le truc sur le consommateur. Et après, c'est au consommateur de réparer son appareil ou pas. Et aussi, en soi, tu disais, nos grands-parents, ils réparaient plus. Mais peut-être que, surtout les trucs technologiques, c'était moins compliqué à réparer que peut-être ta cafetière maintenant, qui est tactile et qui a 35 000 options. Quoi. Oui. Qui a jamais réparé une télé cathodique en mettant une grosse mandale dans la télé là. Allez, c'est reparti. Oh non, la PS1, le jeu fonctionne pas, je vais souffler. Ça fonctionnait à chaque fois. C'est ça. Là maintenant, je suis pas sûr que ça fonctionne sur Switch. C'est ça, la 2 chevaux, un élastique, une petite tige, c'est parti quoi. Mais non mais c'est vrai, hein, même la Game Boy, on soufflait. Mais je me souviens que je vais souffler sur un nombre de jeux. Même sur, oh là là, c'est vieux, Sega, dès que t'entendais Sega, c'est que c'était bien. Si t'entendais pas Sega, ta cartouche, bon courage, tu vas souffler. C'est ça. Mais ouais, non, c'est dingue. C'est vrai qu'on pense plus trop à réparer. Après, moi, franchement, j'ai frimé pendant au moins 10 jours d'avoir réparé la fontaine à eau de mon chat. Elle m'a pas du tout remercié. En plus, c'était pas sa problématique. Mais snob, les chats. Ah ouais, toujours. Hein. Tu verras, t'apprendras des choses sur leur cerveau dans un autre épisode, si vous voulez regarder un autre épisode, à vrai dire. Mais ouais, non, et les réparations, c'est quand même... moi, je vous dis, c'est au centre de ma vie actuellement. Là, les médecins, ils m'ont dit... aïe, aïe, aïe. Je suis arrivée avec un bilan sanguin, ils m'ont dit... Vous savez, ce bruit du... on va réparer ce corps, je sais pas du tout comment on va faire. Je sais pas si vous, dans la santé, vous avez des exemples de réparations qui existent. Moi, je peux vous donner un exemple que j'aime bien, qui est là sur la table, mon animal préféré. Alors, après mon chat, désolé, mais les axolotes. Alors, moi, j'adore les axolotes. Alors, pas que parce qu'ils sont roses pour la plupart et qu'ils sourient, mais aussi parce qu'ils ont un peu la faculté cool de tu coupes un peu n'importe quoi de l'axolote, t'inquiète, ça va repousser. C'est pas mal. Moi, je voudrais bien cette faculté-là. Et c'est dû à quoi, ça, alors ? Alors, c'est dû au fait... Alors, il y a pas mal de choses. C'est dû au fait qu'en fait, ils cicatrisent pas. Ils n'ont pas du tout le phénomène de cicatrisation. Ils sont toujours en régénération. L'axolote aussi, il va jamais passer au stade adulte. À 4 ans, il arrête de vieillir et il se dit « Moi, je vais rester un gamin toute ma vie. » Il évite toutes les problématiques d'adulte. Les impôts, il ne connaît pas. Incroyable. Donc en fait, je pense que c'est pour ça. Je pense que tu vis vachement plus longtemps quand tu restes un enfant dans ta vie. Et après, le fait que ça repousse, et ça repousse vite. Hein. Si on coupe la patte d'un bébé axolote, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Laissez-les. On n'a pas dit qu'il n'avait pas mal. On a dit que ça repoussait. C'est différent. Mais en fait, couper la patte d'un axolote de 5 cm, ça repousse en 30 jours, quoi, en 1 mois. Et s'il est adulte, alors adulte, si c'est une larve un peu plus grosse, quoi, ça va prendre 2 mois. Mais en plus, ce qui est fou, c'est que là, je dis pattes et tout, hein, mais il peut faire repousser plein de trucs. Genre la colonne vertébrale, tranquille. Le cerveau, tranquille. Non, il fait repousser vachement de trucs. Ce qui fait qu'après, je me suis demandé comment ça pouvait mourir un axolote, et je vous avoue que j'ai pas encore tout compris. Mais ça a vachement intéressé en médecine, parce que si on comprend comment lui, il est capable de repousser, globalement, de revenir à son état initial à chaque fois qu'il a un souci, ce qui vraiment, moi, m'intéresse beaucoup, et ils se sont dit que peut-être on pourrait faire des traitements pour les êtres humains, pour peut-être guérir, aider à la guérison de plein de trucs. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont séquencé le génome. Donc là, peut-être qu'on va pouvoir m'aider à expliquer ce que c'est séquencer le génome. Et ils ont trouvé le plus long génome. Alors j'ai noté, c'est 32 milliards de paires de bases, donc de molécules d'ADN qui s'enchaînent. Et c'est 10 fois plus que nous.
Donc Ok. on est vachement moins bien que les axolotes déjà. Surtout parce qu'on sourit pas tout le temps, on n'est pas rose, on n'est pas ultra mignon. Vraiment, c'est adorable. J'ai jamais pu en avoir en animal de compagnie, maman. Tu peux Oui, mais c'était quand j'étais petite, j'en voulais absolument un. Ma maman, elle a dit non. Et là, il vivrait pas très bien dans mon appartement, je pense. Après, mon chat, je pense, lui mangerait des parties. Bon, ça repousserait. C'est un cercle vicieux, quoi. Mais du coup, est-ce que si tu coupes toutes les parties d'un axolote et qu'elles repoussent toutes, est-ce que c'est le même axolote? Je sais pas, franchement, mais j'ai pas envie de faire du mal à un axolote. Je suis sûre qu'il y a des gens, ils font ça. T'imagines ta thèse? Alors moi, je regarde si les pattes des axolotes repoussent. Toutes les 2 semaines, je les coupe. C'est affreux. Mais c'est horrible, c'est de la torture. Pourquoi vous faites ça? Mais du coup, est-ce que tu peux faire un élevage d'axolotes? Genre, t'en as un à la base et tu le coupes en plein de morceaux et Alors, t'as 46 axolotes anecdote, 3 jours après. est-ce que vous avez déjà entendu le mythe que si vous coupez un ver de terre en 2, ça fait 2 vers de terre? Oui. Oui. Vous avez déjà essayé? Non. Non. Peut-être. Moi, oui. Toi, oui, apparemment. Et est-ce que toi aussi, on est d'accord que les 2 côtés sont juste morts? Peut-être. Donc, on va pas dupliquer un axolote. D'accord. Non, il faut quand même que ça reparte, je pense, du plus gros morceau dans cette histoire. Ok, mais du coup, ce serait intéressant de savoir quel morceau est essentiel à la repousse, tu vois. Eh ben oui, là, je pense Enfin, que je ça pense doit qu'il être le doit y avoir- système nerveux central ou. Ouais. Oui, parce que tout quand même, ça. tu disais la colonne vertébrale, il arrive à la refaire pousser. Ouais, oui, ça c'est un Genre, exemple est-ce de. que- On a coupé les fesses d'un axolote. Ah oui. Est-ce que si tu coupes une partie du cerveau, Mais en fait, j'avais vu, c'est quand ils ont pas une malformation, mais quelque chose qui fonctionne mal dans leur cerveau, ils peuvent le régénérer. ah ouais. C'est trop stylé, je suis C'est désolée, un incroyable. axolote, c'est Ouais. incroyable. Ouais. Est-ce que c'est pas la cure de jouvence finalement, Bah, l'axolote à tout moment C'est ça. c'est la solution à tout. Hmm. Et vraiment, après, j'ai voulu me dire, il se régénère en continu. Il est immortel. Bon, alors ne tapez pas comment tuer un axolote sur Google. Oh J'ai tenté, c'est pas une bonne idée. Mhm. Il y a beaucoup, pas Google Images. Pauvres bêtes. Mais ils font quoi? Non, en fait, ils ont des maladies qui Ah. vont trop vite par rapport au système de régénération. Oui. Ok. Voilà. Ouais. Monsieur, t'arrives chez le veto. Monsieur, il lui manque une patte. Pas grave. Monsieur, il fait des bulles. Grave. D'accord. Voilà, vraiment, l'axolote il fait des bulles, problème. Donc pas un poisson, le truc. Mais ouais, donc on verra peut-être que dans quelques années, on aura la possibilité de réparer des humains de la même manière. Mais pour le moment, l'axolote, il a un pouvoir que nous, on n'a pas. Ouais. En soi, l'humain se régénère, mais beaucoup plus lentement. C'est-à-dire qu'il y a un remodelage osseux, par exemple, qui se fait chez l'homme, Ok. qui permet notamment la croissance des os. Donc quand on passe d'un enfant à un adulte, il y a une fusion de certains os et une croissance également. Mais effectivement, le remodelage, il est beaucoup plus lent, je pense, que l'axolote. Effectivement, si on se fait couper un bras, ça ne va pas repousser. Mais par contre, si on a une petite fracture, donc de micro-fracture de quelques millimètres, le remodelage osseux va permettre de réparer justement ce petit trou. Ok. Par contre, si on a des trous beaucoup plus gros, donc grosse fracture, ou alors même un cancer et on doit enlever la tumeur, là le défaut il va être tellement important qu'effectivement le remodelage il ne sera pas suffisant pour combler justement ces défauts. Ah oui, d'accord. Mais c'est pareil que ça va être mon meilleur exemple de tout l'épisode. Mais est-ce que pour un enfant, les os se réparent plus vite qu'un adulte? Vaut mieux se péter le tibia quand on a 5 ans ou quand on en a 52? Alors moi je ne suis pas spécialiste en bio, donc Ok. je ne pourrais pas répondre de manière précise. Je crois que oui, mais la complexité c'est que comme les os grandissent, il y a pas mal de secteurs d'aspects en chirurgie qui fait que effectivement la régénération elle peut être plus rapide chez l'enfant que chez l'adulte, mais comme les os grandissent, ça peut créer des petits problèmes mécaniques si on comble un défaut chez un enfant et que l'os continue à grandir, ça va causer quelques petits problèmes. Ok. Voilà. Une fois, mon frère, il a fermé la baie vitrée entièrement sur la main de mon frère. Ça lui a pas cassé la main quand il était tout petit. Comme Tu ça. fais des super expériences, toi, Ouais. quand t'es enfant. C'était mes frères. Ah, ok. C'est une famille. Elle a voulu voir si ça repoussait, en fait. Mais Comme le donc, ver de il a terre. dû être soigné de tout ça? J'imagine, mais bon, ça va, il a l'air d'avoir une main à peu près normale aujourd'hui, mais c'est vrai que... après, peut-être, je réponds des fake news, je ne sais pas. Mais Tu demanderas à ton peut-être frère. que c'est une histoire familiale qui a grossi. Genre qu'en fait, c'était rien passé, quoi. Mais donc toi, typiquement, Altan, tu connais des méthodes pour
pour réparer les os différemment, en aidant un peu la nature, quoi. Oui, alors en cancérologie par exemple, ce qui se fait beaucoup, donc par exemple pour les cancers de la tête et du cou, donc notamment si ça touche la mâchoire inférieure ou supérieure, si on a une tumeur, donc cancer de la tête et du cou, plus fréquent chez l'homme d'ailleurs que chez la femme, même si les tendances actuellement, et on ne sait pas encore pourquoi, augmentent chez la femme. Quand on a un défaut, en fait il y a une tumeur, on doit enlever la tumeur pour éviter qu'elle se propage évidemment. Et quand on enlève la tumeur, on crée un défaut. Et pour réparer ce défaut, ce qui se fait beaucoup, c'est on vient prélever de l'os chez le patient lui-même. Donc en général, on vient le prendre au niveau du péroné ou au niveau de l'omoplate pour évidemment éviter que ce soit un petit peu trop pénible pour le patient. De péter un autre truc. Voilà, si on lui prend la main ou le pied, par exemple. Donc on essaie de prendre un os qui ne pose pas trop de problèmes. Et en fait, on vient le greffer. Donc en général, on prend des vaisseaux, parfois du tissu ou du muscle avec, selon la localisation de la tumeur et le défaut qu'il y a. Et ensuite, on vient greffer par microchirurgie, donc anastomose. Okay. On vient relier en fait les vaisseaux sanguins au niveau du visage avec les vaisseaux qu'il y avait au niveau de la jambe, au niveau de l'omoplate. Voilà. Ok. Ça, c'est ce qui se fait le plus souvent actuellement. Et ça fonctionne bien, genre les personnes, elles en guérissent. Elles sont bien réparées. Alors, ça fonctionne bien. Il y a quand même un taux d'échec qui est non nul, qui peut atteindre 10% tout de même. Il y a pas mal de complications. Donc, par exemple, si on vient prendre l'os au niveau de la jambe, on peut avoir des difficultés par la suite à courir, même à marcher. Dans pas mal de cas, ça c'est une complication qu'on retrouve pas mal. Et en plus de la chirurgie de reconstruction, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un traitement de radiothérapie ou chimiothérapie, le plus souvent quand même de radiothérapie pour éliminer les cellules tumorales qui pourraient amener des métastases ou une récurrence. Donc il y a pas mal de complications qui peuvent suivre. Voilà, je crois que c'est de l'ordre de 30% le taux de survie après la première année dans le monde. C'est-à-dire que voilà, c'est sur ces cancers-là. Ouais. De mâchoire, c'est ça? Ouais, c'est des cancers. On dit cancer de la tête et du cou. Okay. C'est le 7e le plus répandu dans le monde en termes d'incidence. Attendez, moi il y a que moi, j'en ai jamais entendu parler. Tête et du cou, j'ai l'habitude d'entendre cancer du sein, cancer des poumons, tout ça. Plus des organes genre mous. Ou après il y a les cancers des os, certes, mais là la tête et du cou, c'est vraiment pas très commun. Ouais, c'est et pourtant, tu as l'air de dire que si, c'est commun. Mais c'est assez commun, surtout en Asie du Sud-Est, surtout en Inde notamment. En fait, il y a pas mal de facteurs de risque. Donc les deux plus gros, et qui sont toujours les mêmes pour les cancers, à savoir le tabac et l'alcool. Il y a en Asie du Sud-Est une noix, qui est la noix d'arec, et qui est connue aussi pour être cancérigène. Et donc en Asie du Sud-Est, on a beaucoup de cas liés justement à tabac, alcool et noix d'arec en Asie du Sud-Est. Donc noix, en Inde, ouais. Je sais que les noix, c'est assez radioactif de base. Ouais. Oui. Ah ouais. Tu m'apprends quelque chose. Si je me trompe pas, mais l'aliment le plus radioactif est une noix. Donc, alors, attendez, radioactif, toute proportion gardée, hein, c'est pas énorme, mais c'est un des aliments où commencez pas à en manger non-stop tous les jours. Genre si tu manges beaucoup de noix, ça... Tu vas briller dans le noir, t'inquiète. Les seuils, le seuil létal est énorme, mais tu peux sûrement avoir des répercussions. Ouais. Okay. Mais ok. Et donc typiquement là, le traitement que tu donnes, alors tu dis 30% de survie dans ces, c'est ça? Alors attendez, je regarde. Allez, les notes sont cachées, J'ai les chiffres. 26% ne survivent pas après la première année. Voilà. Ok, donc c'est, en fait, on a un taux de survie 5 ans de l'ordre de 50%. Donc la moitié, en fait, ne survivent pas 5 ans après le traitement. Ok, dès que tu te prends un cancer comme ça, malheureusement, ça va attaquer les os. Et donc les traitements vont être lourds. La grosse complexité sur ces cancers-là, c'est le diagnostic, en fait. Donc diagnostiquer qui a effectivement un cancer. Et donc diagnostiquer souvent trop tardivement. Donc la tumeur est déjà à un stade très avancé et malheureusement c'est compliqué justement de les traiter efficacement. D'accord, ok. Voilà.
Et là, bon, vu que alors pour ceux qui nous écoutent, ils voient pas, mais moi, dans mon champ de vision, j'ai une mâchoire verte fluo face à moi. Exact. Et tu me parles d'os et de tête et je vois une mâchoire. C'est lié? Ouais. Alors, ici, on a une mandibule. Alors, on va essayer va falloir décrire au max pour ceux qui nous écoutent. Ouais, donc, ça c'est marche. vert fluo à paillettes. Sachez que c'est la chose la plus importante à savoir. C'est vert fluo paillettes, exactement. Donc là, on a une mandibule imprimée en 3D. Ok. Donc avec les dents. Ici, on n'a pas jusqu'au condyle, donc aux extrémités de la mandibule. Ce qui monte jusqu'aux oreilles, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, on a J'y connais rien en mandibule, hein. Vraiment. Non, mais... À part le film de Quentin Dupieux. Non, même pas. Tout ce que je connais, c'est les moulages de mes dents quand je suis allée chez l'orthodontiste. Hein, donc ça s'est arrêté là. Ouais. Il y a ça aussi. Donc, en impression 3D, il y a effectivement le moulage des dents. Là, donc ça, c'était pour mimer l'impression 3D. Donc, il y a 2 mandibules, une moins avancée que l'autre. Et donc, l'impression 3D, couche par couche, va permettre à la fin de pouvoir imprimer, par exemple, cette mandibule avec les dents ici. Ok. Et donc, ça peut servir en chirurgie pour justement faire le planning, en fait. Planning de la chirurgie. Pour imaginer ce qui va se passer au bloc? Ouais, exactement. Ok, donc on peut imprimer en 3D des parties du corps humain. Je ne voyais pas comment dire ça autrement. C'est ça. Pour que le chirurgien il dise ok, je vais m'entraîner, petit docteur Maboul à la maison. On va voir comment je vais gratter l'os. C'est ça, exactement. Ok. Donc là, c'est modèle mandibulaire. On peut aussi faire maxillaire ou même d'autres parties effectivement du corps humain. J'ai envie d'imprimer mon corps en 3D. Alors, c'est horrible. Vous rentrez chez moi, vous me trouvez en double. Rose à paillettes, moi, par contre. Hein. Chelou. Prête pour Halloween, chaque jour de l'année. Donc là, mandibule. Et puis ensuite, effectivement, on peut... donc le chirurgien, il peut... Attends, là tu as une chaîne, on dirait une chaîne de vélo. Ouais, on est d'accord. Et alors, attends, qu'est-ce que tu vas appliquer? Une chaîne de vélo sur des dents de gens, là? Alors, c'est une plaque de reconstruction. Okay. Le plus souvent en titane. Et on vient, par exemple, pour les chirurgiens, ce qui se faisait avant, c'est que en fait, la plaque, elle était, on va dire, préfixée en fait, sur la mandibule. Avec ça, en fait, le titane, il est suffisamment malléable en fait, pour pouvoir être tordu et faire le contour en fait, de la mandibule selon le défaut à reconstruire. Okay. Et donc, avec l'impression 3D, ça permet de faire le planning et de faire le pré-contour directement sur en fait un modèle et pas sur le patient pendant la chirurgie. C'est pas mal, ça c'est une bonne idée. Ça fait gagner du temps et donc oui, c'est vraiment intéressant à plein d'aspects et notamment ça, même comme tu l'as dit, le training c'est aussi pour les étudiants dans les écoles pour qu'ils puissent s'entraîner sur des modèles et pas sur des patients. Ouais. Mais là, typiquement, ce que tu nous montres, c'est un modèle en polymère, en plastique qui a été imprimé, donc c'est une copie. L'impression 3D, elle peut être utilisée avec des matériaux plus biologiques, en disant, bah voilà, là il y a un trou dans l'os, je vais imprimer le morceau qui manque, quoi. Alors, oui. Moi qui répare mes meubles comme ça, en disant, il me manque un triangle, je vais imprimer un triangle. Est-ce que je peux imprimer des morceaux d'os pour implanter, tu sais, pour... tu disais tout à l'heure, si le trou est trop gros dans l'os, ça va être compliqué. Bah vas-y, on va imprimer ce qui manque, quoi. Ouais, ça se fait malheureusement, pas encore. Ok. Ce serait trop bien. Bah ouais, on ferait comme l'axolot, on se coupe un bras et puis on le réimprime. Mais ça m'a donné beaucoup trop d'idées à des gens. Mais malheureusement, non, c'est pas encore possible. L'os, déjà, il a une micro-architecture très complexe. Ok. Il est composé, donc c'est un composite, il est composé d'organique et de minéraux, donc d'hydroxyapatite, enfin un apatite. Ok, c'est le matériau, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, on a une partie collagène pour la partie organique et une partie minérale, donc une apatite particulière. Ok. Et qui fait que c'est très compliqué de pouvoir imprimer ça directement. Alors, ce qui se développe de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le bioprinting. Donc, pour les spécialistes de bio autour de la table, peut-être que ça vous parle. Peut-être moins aux autres. Moi, non. Bah, moi, non. Ça va, Jeanne, toi, sinon Oui, ça va. Tu comprends ce qu'on te raconte? Ça va. Donc, on peut, avec le bioprinting, imprimer des cellules, commencer à imprimer du tissu. Mais c'est pas un stade aussi avancé que les matériaux, on va dire, inertes. C'est-à-dire, imprimer du plastique, du métal... où il n'y a pas de propriété biologique directement. Donc, ce qui peut se faire, c'est imprimer un matériau inerte et rajouter des facteurs de croissance ou des molécules, des cellules, directement. Et ça, on pourrait l'implanter après?
Genre, il est recouvert Ouais, c'est ça. d'un milieu qui est adapté à l'organisme. Ouais, alors il y a plein de techniques qui se développent. On peut faire un traitement de surface directement sur l'implant. On peut même en fait avoir un matériau en titane et le recouvrir par exemple d'apatite, en tout cas ce qui s'en rapproche le plus, Oui, pour que ça s'intègre. pour que ce soit le plus biocompatible possible dans le corps humain, parce que le titane, bon, il est très biocompatible, mais pour pouvoir interagir avec les cellules osseuses, c'est mieux effectivement d'avoir de l'apatite en surface. Donc il y a plein de choses qui peuvent se faire. Ouais, c'est cool, ça avance, c'est bon à savoir. Bon, bientôt on aura des crânes vert fluo à paillettes. Si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à l'appeler. Il semblerait qu'on peut imprimer pas mal de choses. De toutes les couleurs. Voilà, alors pas. Si on peut faire rose à paillettes, ça possible. m'intéresse grandement, évidemment. Si on peut imprimer un axolote rose à paillettes, là je pense qu'on atteint un goal de ma vie. Non, mais c'est trop bien de savoir que l'impression 3D, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, commence à arriver dans le domaine médical et va l'air d'être bien utilisé même dans le domaine médical. Ouais, parce de que plus en plus, quand le corps n'arrive pas à se réparer tout seul, si on peut lui donner un petit coup de main, ça pourrait être sympa. Toi, Jeanne, en tant que la biologiste autour de la table. Bah ouais, du coup, je voulais réagir sur ça, parce que tu dis, tu vois, l'impression 3D, ça peut aider à réparer, mais en fait, la plupart du temps, ton corps, il sait se réparer tout seul. Avec quand on fait le mot que je déteste le plus au monde, des croûtes. Parce que on s'est fait par exemple. mal. Je déteste ce mot. Je déteste. Croûte. Je vous hais toutes les deux. Mais quelle horreur. C'était l'ASMR. Croûte. mais tu parles peut-être pas de ça. Alors, là. je parlais pas des croûtes. Moi, j'ai fait ma thèse dans une équipe qui bosse sur la réparation de l'ADN. Ok. Donc l'ADN, c'est... Donc l'ADN, c'est ton matériel génétique. Ouais. C'est... En gros, le livre de fonctionnement de ton corps, ce qui va dire... Le livre de fonctionnement, ça me va bien. Ouais. Voilà, super métaphore. Et en fait, toutes nos cellules dans notre corps humain, enfin pas toutes nos cellules, mais la plupart des cellules sont en constante division. Ok. Et pour avoir cette constante division, il faut que l'ADN se duplique. Ok. Et en fait, la polymérase, donc c'est une enzyme qui est responsable de cette amplification de l'ADN. Ok. Elle s'appelle l'ADN polymérase. C'est un nom très complexe. Et oui. Donc ils sont allés le chercher loin encore celui-là. Et elle fait des erreurs. Genre tu te dis, c'est quand même un truc qui se passe tout le temps chez tous les êtres humains. Il faudrait bien qu'elle fasse pas d'erreurs. Genre le truc qui est censé t'aider à te réparer. Ça fait des erreurs. Ça fait des erreurs. Si on pouvait éviter de faire des erreurs, ça m'irait pas mal. Alors en fait, elle a un taux d'erreur de... Donc l'ADN, c'est des bases A, T, C, G. Donc en fait, c'est comme un livre avec plein de mots. Ouais, c'est ce qu'on disait pour l'axolote, là, qu'on a plein. Seulement avec A, T, C et G. Et elle fait une erreur toutes les 100 000 bases. Donc toutes les 100 000 lettres. Toutes les 100 000 lettres, elle se gourre. C'est pas énorme, mais c'est quand même beaucoup. Mais en fait, elle est bien faite parce qu'elle a un système d'auto-réparation. Donc en fait, elle est là, elle fait son petit truc, elle l'amplifie, et quand elle voit qu'elle a fait une erreur, elle retourne en arrière, et elle a une action. C'est la même qui recule, c'est pas un mécano qui arrive derrière ? Et il y a les deux. En fait, elle peut reculer d'une ou plusieurs bases en arrière pour réparer. En fait, elle enlève la base qu'elle a mis, et elle se dit « Oh mince, c'était un T ici, et pas un G, zut !» Oups. Voilà. Donc elle fait ça, et après, il y a aussi d'autres enzymes, une fois qu'elle a terminé, qui peuvent venir réparer. Elle peut faire quoi comme type d'erreur ? Juste elle met une mauvaise base. Ah ouais. Elle se trompe de lettres ? Ouais, voilà, c'est ça. Et ça fait quoi ça, si jamais elle répare pas ? Si jamais elle répare pas, une mutation. Ok. Une mutation qui, si elle est gardée, si elle est viable en fait pour la cellule, ça peut dériver en un cancer ou des trucs pas ouf quoi. C'est très sympa. Voilà. Ouais, grosse ambiance. C'est ça. Donc en fait, tu vois, le taux d'erreur, donc de base, sans cette étape de réparation, c'est une base sur 100 000. Ok. Et après toutes les réparations, donc d'elle-même et d'autres enzymes qui peuvent intervenir, c'est une sur 1 milliard. Donc là, on se rend pas trop compte. Ben non, mais attends, on disait que... Attends, je finis. Vas-y. Si tu prends tous les Harry Potter, 1000 fois, c'est une erreur dans un mot de tous les Harry Potter. Ah ouais, ok. Donc c'est pas énorme. Ça va. C'est pas énorme. Ça va. Mais pour un axolote, c'est 32 erreurs. C'est 32 erreurs. Et ça Pauvre peut axolote. être énorme, étant donné que la plupart des cellules se divisent en 24 heures. Ah oui. Ah oui, c'est pas bon ça. Non.
Mais après, tu as plein de systèmes de réparation et la plupart des mutations en fait sont pas viables. Donc ta cellule elle meurt. Ouais, donc ça annonce bien qu'il faut réparer dans ces cas-là. Et oui. Tu vois, va réparer ta machine à café, sinon tu Bah, montreras pas l'exemple à tes cellules là. Bah, c'est un bon indice de réparabilité. Ah oui, indice de réparabilité de ton ADN, pas mal. Du coup, 9,8. Pareil, Altan. Eh bien, on arrive aux 5 dernières minutes de ce podcast. Donc, comme d'habitude, nous avons une notice en plein milieu de la table. Je ne sais pas ce que ça va être cette fois-ci. Attends. Alors, oh là là, déjà la première phrase me terrifie. Alors, je vous lis les règles. On va tout casser pour ces 5 dernières minutes. On va jouer à « Décris-moi mal un film ». Oh, bah, ça, mon quotidien, hein, les copains. Hein. Pour faire deviner le film ou la série, vous allez devoir le casser en le décrivant le plus mal possible. Allez, cassez tout. À chaque bonne réponse, vous gagnez un badge. Les badges, ils sont devant sur la table. Celui ou celle qui aura le plus de badges gagnera ce défi. Je regarde tellement peu de films et de séries, on est mal barré. C'est ce que j'étais en On te train de laisse me commencer. Allez, Vas-y. parti. Décris-nous mal des trucs, ça va être incroyable. Faut que ça soit un minimum ressemblant, mais le plus mal possible. Ok. Vas-y. Alors, c'est un gros poisson qui fait peur à Et tout dans le la monde. mer. T'as décrit trop bien, t'as décrit trop bien. J'ai un badge. Tu as gagné un badge. Allez, Tiffen, à ton Ok. tour. Allez, sois mauvaise. C'est un gars qui vit dans une forêt. Shrek. Ouais. On est nuls C'est à pas être possible. Ah waouh. J'ai un badge. Bon, attendez, je vais essayer d'être vraiment nulle. Est-ce que j'ai déjà vu? Oh, ouais. Alors, c'est un gars, il essaye de poursuivre ses rêves, mais il est mal barré. Donc, il va à Paris et il fait des plats, mais il n'est pas très doué. Ratatouille. Ouais, au bout d'un moment. Je sais pas, faites un Shifumi oral. Shifumi. Ciseaux. Ciseaux. Ah, Ok. J'ai le badge. Jeanne a gagné. Mais c'est dur de mal décrire un Ouais. film. Vas-y, Oh, wow. vas-y. Putain, je l'ai pas vu en plus et vous allez tous vous moquer de moi. C'est un mec, il a envie de tout conquérir. Et puis, il utilise des armes jolies parce que c'est plus fun. Et aussi, il aime bien pourchasser son fils. Dark Vador. C'est Star Wars du coup. Oui. C'était mal décrit. Hein. T'as pas vu Star Wars? Non. Tu Oh, l'as ton waouh. badge. Ok. Sorry. T'inquiète. Ça va aller, on est les deux, hein, tout va bien. Ni les Seigneurs des Anneaux. Ah. Mais c'est quoi ce A de jugement là tout de suite. Heureusement que c'est les 5 dernières minutes. Nous allons nous séparer après ça. Non, parce que sinon, elle aurait mis le film. Vas-y, alors qu'est-ce que t'as Alors. comme film à mal nous décrire? Alors, c'est des... Vous allez trouver très rapidement, je pense. Bah alors plus mal, vas-y. C'est des animaux très grands sur une île. Madagascar. Des... Très grand, on a dit très grand. Je sais pas. Jurassic Park. Ah ouais. J'essaie. En fait, ce qui est hilarant et quand on n'a pas l'image, on rate un petit truc, faut nous voir, c'est qu'on est dégoûté quand les autres trouvent si vite. On est dégoûté. J'ai un 3e badge. Ah, mais comment ça, t'en as déjà 3, toi? Sorry. Attends, les scores. Jeanne en a 3, moi j'en ai 1, vous? Moi, 0. Tiffen en a 1. Aïe, 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 Moi, aïe, zéro. aïe, C'est Altan, ton moment ça de va gagner, aller. là. C'est Jeanne maintenant. et la femme à battre. Ouais. Ok. Il s'embarque sur la mer. C'est Titanic. J'ai voulu me taire, mais je peux pas. Je l'avais aussi. Dis-nous que tu l'avais. Non. Non. J'attendais en fait la suite. Non, c'est une histoire d'amour, ils se rencontrent dans une voiture, mais la voiture elle tangue un peu. Ah, c'est pas mal. Attendez, je vais essayer d'être aussi mauvaise pour ça. Oh là là, c'est un drame familial. C'est un drame familial compliqué. Alors on va suivre l'histoire de l'enfant.
Il va grandir, mais il va grandir après avoir vécu un drame familial qui est horrible. Il a perdu Harry son Potter. papa. Non, il a perdu J'ai son pensé, papa. ouais, Harry Potter. Non, et après, il va grandir et pour aller bien dans sa vie, il va rencontrer plein de copains. Et ses copains, des fois, ils chantent, on ne sait pas pourquoi. T'es sûr que c'est pas Harry Potter? Et ses copains, ils chantent, mais la faille du plan, c'est que depuis le début, il n'y en a aucun qui est humain. C'est que des animaux. Vous avez vu, je décris bien mal. Les animaux, non. C'est un animal, il perd son papa animal. Frère des ours? Et puis après, j'adore Frère des ours, mais c'est tellement pas ça. Mais on tend. C'est un animal à 4 pattes. Et il perd son papa, qui a aussi 4 pattes de base, parce qu'il y a un monsieur qui le jette de la falaise. Non, pas Bambi. Le roi lion, le roi lion. Ah, waouh! Tiffen a gagné un badge. Oui. Bon, ça risque d'être le dernier tour, donc là, c'est ton moment. I'm coming, John. Et je peux pas le gagner en plus celui-là. Eh ben non, Et non, non, tu peux pas le gagner. Allez, vas-y, dommage. donne-toi le temps. Oh là là. Je l'ai vu qu'une fois en plus et je faisais autre chose en même temps. Bah, raison de plus pour mal le décrire. Ouais, c'est ça. C'est l'histoire d'un gars, il a une super voiture. Drive? Non. Fast and Torino Furious. Non, Torino Non. Et James Bond. non. Et il y a une histoire aussi avec une horloge. Et Jack et la mécanique du cœur? Non. Attends, c'est un mec qui a une voiture et une horloge. ouais. C'est Et il plutôt est là commun. avec un petit vieillard qui est assez intelligent. Et Je l'ai pas vu. Ouais. aussi, vous l'avez vu. Ouais. Et puis c'est une histoire de temps. 24 heures chrono. Un jour sans fin. Non? J'ai plus rien. Histoire de temps. Ouais. Ouais, et le film, il n'y en a pas un ou qui l'a vu autour de cette table. De passé. Retour vers le futur. Ah, Oh waouh! T'es Waouh, c'est Retour vers le futur. Mais c'est- Bah, j'avais juste parfait. l'image de la voiture. attendez, je prends mon badge, je prends parfaitement mon badge. mauvais. Ah mais oui, c'était. Mais attends. Si Je on, suis si on médiocre. peut se permettre, Jeanne, tu es incroyable à décrire très mal des films. Et tu es incroyable à trouver la réponse à des gens qui décrivent plus ou moins très mal des films. C'est surtout qu'il y avait très peu de descriptions, quoi. Bah Alors, ouais. c'est un poisson. Voilà. C'est un poisson. Mais donc aujourd'hui, tu es la grande gagnante de cet épisode. Merci. Bravo. On l'applaudit dans le chat, Merci, dans les bravo, commentaires, on bravo. l'applaudit à mort. Et voilà, c'est là-dessus que se termine cet épisode. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau mot.